Au dîner, mon père a porté un toast à Elena, le plan de secours de la famille. J'ai consulté mon application bancaire et j'ai répondu, c'est amusant. Puis, j'ai tendu la plainte au serveur et j'ai souri, parce que le plan de secours vient de faire geler vos avoirs. Mon père a gâché mon 26e anniversaire en me traitant de plan de secours. Mais le vrai coup de poignard dans le dos a été la dette de 46 000 € qu'il a cachée à mon nom. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai audité, j'ai déposé une plainte pour fraude et j'ai regardé son empire s'effondrer. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. De quelle partie du monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La fièvre me brûlait derrière les yeux, une chaleur sourde et lancinante qui faisait s'étirer la lumière des bougies du restaurant italien en longues traînées floues. Je n'aurais pas dû quitter mon lit. Mon médecin avait été explicite sur le repos après la grave pneumonie qui m'avait cloué au lit pendant les 2 dernières semaines, laissant mes poumons avec la sensation d'être remplis de coton humide et mes réserves d'énergie complètement épuisées. Mais c'était mon 26e anniversaire, et mon père, Marc, avait insisté. Il n'acceptait pas un « non » comme réponse, surtout pas quand il avait décidé de jouer le rôle du patriarche bienveillant pour la soirée. « Tu ne peux pas passer ton anniversaire en pyjama, Aline », avait-il dit au téléphone, sa voix résonnant avec cette autorité charismatique qui faisait habituellement plier les gens. J'ai réservé la table privée chez Antoine. Juste la famille. Nous devons te célébrer. Alors, j'étais là, assise sur une chaise en cuir moelleux qui semblait trop dure contre mes articulations douloureuses, sirotant de l'eau parce que même l'odeur du vin me retournait l'estomac. Mon frère, Luc, était à ma gauche, faisant défiler sans cesse son téléphone, l'air de s'ennuyer. Il avait 2 ans de moins que moi mais se comportait avec la confiance imméritée d'un prince héritier. Et en face de moi était assis papa, ressemblant en tout point au magnate de l'immobilier prospère qu'il prétendait être, peau bronzée, un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture, et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. J'étais faible, physiquement et émotionnellement. La maladie avait dépouillé mes défenses habituelles. Je voulais juste rentrer chez moi, me blottir contre mon chat et dormir pendant une semaine. Mais je suis resté parce que je voulais croire que, pour une fois, ce dîner était vraiment à mon sujet. Attention tout le monde, annonça papa, tapotant une cuillère contre son verre de vin. Le ting-ting-ting aigu trancha le bourdonnement sourd du restaurant. Il se leva, boutonnant sa veste. Il aimait avoir un public, même si ce n'était que moi, Luc et un serveur de passage. À Aline, commença-t-il, levant son verre de Barolo coûteux. 26 ans. Vous savez, quand je regarde mes enfants, je vois l'avenir de notre héritage. Je réussis à esquisser un faible sourire. Ma main tremblait légèrement alors que je levais mon verre d'eau. Aline, continua-t-il, ses yeux glissant sur moi avant de se poser avec admiration sur Luc. Tu es la stable, la fiable. Tu es sûr, comme une bonne obligation d'épargne. Mon sourire vacilla. Et Luc, il fit un geste vers mon frère, qui ne leva même pas les yeux de son écran. Luc est le preneur de risques, le visionnaire, l'étoile qui brille de 1000 feux. C'est lui qui va porter le nom de la famille jusqu'à la lune. Pas Paris, un son chaleureux et théâtral. Chaque royaume a besoin d'un intendant pour gérer les comptes pendant que le roi conquiert, n'est-ce pas, Aline? Tu es mon parfait plan de secours. Si les entreprises de Luc rencontrent un obstacle, je sais toujours que tu es là pour ramasser les morceaux. Au plan de secours. L'air quitta mes poumons, et ce n'était pas la pneumonie cette fois. Le plan de secours. Au plan de secours, marmonna Luc, souriant enfin en trinquant son verre contre celui de papa. Je restai figé. La chaleur sur mon visage passa de la fièvre à une pure humiliation. J'étais une comptable judiciaire. J'avais été diplômée première de ma promotion. Je travaillais pour l'un des cabinets les plus prestigieux de Paris, enquêtant sur des crimes financiers complexes. Et pour lui, j'étais juste le filet de sécurité pour quand son enfant prodige tomberait du fil. Merci, papa, murmurai-je, ma voix rauque et faible. Oh, détends-toi, ma chérie, fit-il en agitant la main d'un air dédaigneux, tout en se rasseyant. C'est un compliment. La stabilité est utile. Mon téléphone vibra violemment contre la surface de la table, me surprenant. Je le saisis, avide d'une distraction.
Peut-être un message d'anniversaire de ma meilleure amie, Sophie. Ce n'était pas un message. C'était une alerte de sécurité urgente de l'application de surveillance de crédit de ma banque. Alerte, nouvelle ligne de crédit ouverte. Institution, Crédit Invest. Limite, 46 000 euros. Statut, approuvé. Je clignais des yeux, essayant de dissiper le brouillard de la fièvre. Je n'avais pas demandé de prêt. Je n'avais rien demandé. Je tapotais la notification, mon cœur martelant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Les détails s'affichèrent à l'écran. La demande avait été soumise il y a 3 jours alors que je délirais avec une forte fièvre à l'hôpital. Et puis j'ai vu l'adresse électronique du co-demandeur listée dans les petits caractères, visible uniquement parce que j'avais une surveillance premium, l'adresse électronique professionnelle de mon père. Je levai les yeux de l'écran lumineux. Papa riait de quelque chose que Luc avait dit, déchirant un morceau de pain croustillant. Il avait l'air si à l'aise, si innocent. Il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale, mon excellent score de crédit et mon nom pour obtenir 46 000 euros pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, branché à une intraveineuse. Il avait porté un toast à mon rôle de plan de secours parce qu'il m'avait déjà encaissé. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Le bruit du restaurant sembla s'évanouir, me laissant dans un vide de silence assourdissant. Le seul son que je pouvais entendre était le flux de sang dans mes oreilles. Je fixais l'homme de l'autre côté de la table, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, l'homme qui m'avait accompagné à l'arrêt de bus, et je vis un étranger, un voleur en costume sur mesure. « Aline, tu as l'air pâle », dit papa, s'arrêtant avec une fourchette de pâte à mi-chemin de sa bouche. « Ne me dis pas que tu vas t'évanouir. C'est une célébration. » Je saisis le bord de la table, mes jointures devenant blanches. Je devais partir. Si je restais, j'allais hurler, et je n'avais ni le souffle ni la force pour la confrontation que cela méritait. Pas encore. Pas alors que je tremblais autant. Commençais-je, ma voix se brisant. Je m'éclaircis la gorge et réessayai. Je dois y aller. Je crois que la fièvre revient. On n'a même pas commandé le dessert, se plaignit Luc en levant les yeux au ciel. Papa a commandé le tiramisu. Je dois y aller, dis-je, plus fort cette fois. Je me levai, la chaise raclant bruyamment contre le sol. Joyeux anniversaire à moi. Bien, bien, soupira papa, l'air plus agacé qu'inquiet. Va te reposer. Je m'occuperai de l'addition, comme toujours. L'ironie de cette déclaration faillit me faire vomir. Tu t'occuperas de l'addition. Avec l'argent de qui, papa? Je sortis du restaurant en titubant et respirai l'air frais de la nuit. Le voiturier jeta un coup d'œil à mon visage cendré et courut chercher ma voiture. Assise au volant, frissonnant de manière incontrôlable, je ne rentrai pas directement chez moi. Je me garai sur un parking à 2 pâtés de maison et allumai la lumière intérieure. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine taper, mais je devais en être sûr. J'ai consulté mon rapport de crédit complet. C'était là, une ligne de crédit professionnel, garantie personnellement. Les fonds avaient été décaissés la veille. Compte de destination, se terminant par 4490. Je connaissais ce numéro de compte. Je l'avais vu sur des chèques que papa avait laissés sur le comptoir à la maison. C'était son principal compte d'exploitation professionnelle. Je suis rentré chez moi dans un état second. Mon appartement était sombre et silencieux. Je m'effondrai sur le canapé, encore dans mon manteau, et je fixai simplement le plafond. La douleur physique de la pneumonie était maintenant un bruit de fond sourd comparé à l'agonie aiguë et tordante dans ma poitrine. Il m'a volé. Il n'a pas demandé. Il n'a pas emprunté. Il a volé. 30 minutes plus tard, mon téléphone sonna. C'était lui. Je le laissai sonner 3 fois avant de répondre. J'avais besoin d'entendre sa voix. J'avais besoin de voir s'il allait se trahir. Allô, Aline. Sa voix était douce, dénuée de l'agacement de tout à l'heure. Je voulais juste m'assurer que tu étais bien rentré. Tu te comportais très étrangement au dîner. Très dramatique. Je suis malade, papa, dis-je en fermant les yeux. Tu as toujours quelque chose, marmonna-t-il, puis il s'éclaircit la gorge. Écoute, puisque j'ai payé le dîner, j'espérais que tu pourrais rendre un petit service à la famille.
Luc a cette incroyable opportunité pour un projet immobilier en centre-ville. Rendement garanti. Nous avons juste besoin d'un peu de capital de transition pour faire avancer les permis. Je n'ai pas d'argent, papa, dis-je, la voix plate. Je suis en arrêt de travail depuis 2 semaines, sans solde. D'accord, dit-il rapidement. Trop rapidement. Eh bien, ton crédit est bon, cependant. Je pensais que nous pourrions peut-être envisager un petit prêt ensemble. Mon estomac se serra. Il me testait. Il cherchait à obtenir mon accord a posteriori pour le crime qu'il avait déjà commis, juste au cas où je recevrais une notification. Il voulait pouvoir dire « Oh, nous en avons parlé, tu te souviens ?» Un prêt, demandai-je, jouant l'innocente. Je ne peux pas m'endetter en ce moment, papa. Je cherche à acheter une maison l'année prochaine. Ne sois pas égoïste, Aline. Son ton durcit instantanément. C'est pour la famille, pour Luc. Tu sais qu'il a besoin d'une victoire. Tu es le plan de secours. Souviens-toi, c'est ton travail d'aider. Je ne peux pas le faire, papa. Tu es ingrate, lança-t-il. Après tout ce que j'ai fait pour toi, t'élever, t'habiller. Tu ne peux même pas signer un bout de papier pour aider ton frère. Je vais dormir, papa, dis-je. Très bien, fais comme tu veux. On se débrouillera sans toi, ricana-t-il. Nous n'avons pas besoin de toi. Il raccrocha. Je restai là dans le silence, le téléphone chaud dans ma main. On se débrouillera sans toi. Il mentait. Il m'avait déjà entraîné là-dedans. Il se croyait si malin, manipulant sa fille malade, pensant que j'étais juste une épargnante passive, une fille tranquille qui faisait des puzzles et déclarait ses impôts. Il pensait avoir affaire à une fille qui hochait simplement la tête et obéissait. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement une épargnante. J'étais une comptable judiciaire. Je traquais des gens qui cachaient de l'argent pour gagner ma vie. Je dénichais des détourneurs de fonds, des fraudeurs et des voleurs d'entreprises qui étaient 10 fois plus intelligents que Marc Dubois. J'essuyai une larme de ma joue et ouvris mon ordinateur portable. Je n'allais pas dormir. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, il faut comprendre la dynamique de la famille Dubois. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai acheté l'affection de mon père, et le prix a toujours été gonflé. Maman est morte quand j'avais 12 ans et Luc en avait 10. Papa s'est effondré, ou du moins c'est ce qu'il semblait. J'ai pris le relais. Je suis devenue la petite mère. Je préparais le dîner. Je m'assurais que Luc faisait ses devoirs. Je repassais les chemises de papa. Je pensais que si j'étais parfaite, si j'étais utile, la tristesse dans la maison disparaîtrait. En grandissant, la dynamique a changé, mais les rôles sont restés cimentés. Luc est devenu le projet. Il était charmant, beau et totalement incapable de terminer quoi que ce soit qu'il commençait. Il a abandonné l'université 2 fois. Il a lancé une marque de t-shirts qui a échoué, une entreprise de dropshipping qui a été poursuivie en justice, et un podcast que personne n'écoutait. Chaque fois qu'il échouait, papa était là avec un chéquier et une tape dans le dos. C'est un visionnaire, disait papa. Les génies sont souvent incompris. Et moi? J'étais l'utilitaire. J'ai payé mes études universitaires grâce à des bourses et 2 emplois à temps partiel. Papa n'a jamais payé un centime pour mes frais de scolarité. Tu es intelligente. Tu te débrouilleras, m'a-t-il dit. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien, il n'est pas venu à la cérémonie parce que Luc avait eu un petit accrochage dans la ville voisine et avait besoin de soutien émotionnel. Je suis devenu expert comptable, puis je me suis spécialisé en jury comptabilité. J'ai bâti une carrière sur la précision, sur la vérité. Et pourtant, je faisais toujours les impôts de papa chaque année, gratuitement. J'équilibrais son chéquier personnel chaotique. Je lui ai prêté 1850 € le Noël dernier pour des cadeaux, qui se sont avérés être une nouvelle montre pour lui et une console de jeu pour Luc. J'ai eu une écharpe. J'ai fait tout cela parce que je voulais qu'il me regarde comme il regardait Luc, avec fierté. Mais je réalisais maintenant, assise dans la lumière bleue de l'écran de mon ordinateur portable, qu'il ne le ferait jamais. Pour Marc Dubois, les gens étaient des actifs ou des passifs. Luc était un actif spéculatif sur lequel il pariait.
J'étais une obligation à revenu fixe qu'il pouvait liquider chaque fois qu'il avait besoin de liquidité. J'ai ouvert un dossier sur mon père. C'est une habitude chez moi. Je vérifie tout le monde. Mais je n'avais jamais regardé de trop près chez lui parce que j'avais peur de ce que j'allais trouver. Maintenant, j'enlevais les gants. Marc Dubois se présentait comme un promoteur. En réalité, c'était un intermédiaire qui vendait des options sur des terrains qu'il ne possédait pas. Il portait des costumes italiens mais conduisait une Mercedes en leasing avec 3 mois de retard sur les paiements. Il n'était que surface, sans profondeur, un requin avec des facettes dentaires. Les 46 000 € qu'il avait volés à mon nom n'étaient pas pour un prêt-relais. J'ai retracé le mouvement initial des fonds. Il avait transféré l'argent de la ligne de Crédit Invest sur son compte professionnel, puis immédiatement, en moins de 10 minutes, l'avait viré à un concessionnaire de voitures de luxe à Nice. Il n'avait pas investi dans une propriété. Il avait acheté une voiture à Luc. Je fixais l'écran, le souffle coupé. Luc avait accidenté sa voiture il y a 2 semaines. Papa avait promis de la réparer. Au lieu de cela, il avait contracté une ligne de crédit à mon nom, ruinant mon ratio dette-revenu, compromettant ma capacité à acheter une maison, juste pour acheter à son enfant prodige un véhicule de remplacement afin qu'il n'ait pas à prendre le bus. Et l'antagoniste de cette histoire n'était pas seulement un homme désespéré faisant une erreur. C'était un prédateur calculateur. J'ai regardé les horodatages. Il avait demandé le prêt à 14 h un mardi. À ce moment précis, je lui envoyais un message depuis les urgences, lui disant que j'étais admise pour des difficultés respiratoires. Il avait répondu « Reste forte, ma puce ». Il avait utilisé la distraction de mon hospitalisation pour contourner les contrôles de sécurité, utilisant probablement mon vieil ordinateur portable que j'avais laissé chez lui il y a des mois, qui avait encore mes mots de passe en cache. Il savait que je ne vérifierais pas mes courriels. Il savait que j'étais incapable d'agir. Il a profité de ma vulnérabilité. Une froide résolution s'installa en moi, me glaçant plus profondément que la fièvre ne l'avait jamais fait. Ce n'était plus un différend familial. C'était une scène de crime. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas nettoyer le désordre. J'allais le documenter. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de la seule personne que je savais m'aiderait à l'enterrer. Sophie, dis-je quand elle répondit, ma voix stable pour la première fois de la nuit. J'ai besoin que tu ouvres un dossier pro bono. Non, je vais te payer. Je veux que ce soit fait dans les règles de l'art. Aline, il est minuit. Que se passe-t-il? Mon père vient de me voler 46 000, dis-je, les yeux fixés sur le journal des transactions. Et je vais l'envoyer en prison. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers mes stores avec une intensité qui semblait personnelle. Ma fièvre était tombée, me laissant dans cet étrange état de clarté évidée qui suit souvent une maladie grave. Je ne me sentais plus faible. Je me sentais froide, comme si j'avais été trempé dans la glace. J'étais assise à la table de ma cuisine, un endroit où je buvais habituellement du café et lisais les nouvelles, mais aujourd'hui, c'était une salle de guerre. En face de moi était assise Sophie, ma meilleure amie depuis ma 2e année d'université et une avocate impitoyable spécialisée en droit de la famille et en litige financier. Elle était passée immédiatement après son audience matinale au tribunal, portant toujours son costume anthracite, son expression grave alors qu'elle examinait les impressions que j'avais préparées. « Aline, dit Sophie, posant la pile de papier. » Elle retira ses lunettes et se frotta l'arête du nez. « Je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je sais que tu es en colère. Je sais que tu es blessé, mais nous devons être très clairs sur ce que cela signifie. » J'écoute, dis-je, la voix stable. J'avais passé les 6 dernières heures à compiler des preuves. Mon ordinateur portable était ouvert, affichant les métadonnées de la demande de prêt. Si nous poursuivons dans cette voie, dit Sophie en désignant la déclaration sur l'honneur de vol d'identité, tu ne contestes pas seulement une charge. Tu accuses Marc Dubois d'un crime. Selon la juridiction et le montant est 46 000, c'est bien au-dessus du seuil, il s'agit de vol qualifié, de fraude par virement électronique et d'usurpation d'identité. Si le procureur s'en saisit, il pourrait aller en prison. Une vraie prison, Aline, pas une prison dorée pour col blanc. Elle me regarda dans les yeux, cherchant une hésitation. C'est ton père. Une fois que nous aurons déposé cette plainte à la police pour geler la dette, le génie ne retournera pas dans la bouteille.
Tu ne pourras pas le faire et arrêter plus tard parce que tu te sens coupable. Je baissai les yeux sur les documents. Je pensais au dîner, au toast, au plan de secours. Je pensais aux années où j'avais été la responsable, ce qui n'était qu'une façon polie de dire, celle que l'on peut exploiter. Il n'a pas hésité, Sophie, dis-je doucement. Il a fait ça alors que j'étais dans un lit d'hôpital. Il a utilisé mon numéro de sécurité sociale comme un code de réduction. Si je rembourse ça ou même si je l'ignore, j'accepte que mon rôle dans cette vie est d'être sa victime. Je pris un stylo. L'encre était noire, permanente. Je ne suis pas un plan de secours, murmurai-je. Je suis la plaignante. Je signai la déclaration avec un paraphe qui ressemblait à la coupure d'une corde. D'accord, dit Sophie, son attitude passant instantanément d'amie inquiète à avocate requin. Elle referma sa mallette d'un coup sec. Alors, brûlons tout. Que as-tu? J'ai tout, dis-je en tournant mon ordinateur portable vers elle. Je suis une comptable judiciaire, Sophie. Il l'a oublié. Il n'est pas le seul à savoir comment suivre l'argent. Je lui expliquai ce que j'avais trouvé entre 2 heures du matin et l'aube. C'était une piste de miettes de pain si négligée que c'en était insultant. Étape 1, la demande, dis-je en pointant l'écran. Il a postulé en ligne via le portail automatisé de Crédit Invest. Il a utilisé son adresse IP personnelle. C'est l'erreur de débutant numéro 1. Il n'a même pas utilisé de réseau privé virtuel. J'ai déjà localisé la géolocalisation. Elle correspond directement à son routeur domestique. Bien, nota Sophie, prenant des notes sur son bloc-notes juridique. Empreinte numérique directe. Étape 2, la vérification, continuai-je, naviguant vers un dossier de fichier PDF. Le prêteur exigeait une preuve de revenu. Il a téléchargé 3 fiches de paie. Regarde-les. Sophie plissa les yeux devant l'écran. Elles ressemblent aux fiches de paie de ton entreprise. Elles y ressemblent, corrigeai-je. Mais regarde la police de caractère sur les gains cumulés annuels. C'est de l'Arial. Notre logiciel de paie utilise du Calibri. Et regarde les déductions. Elles sont calculées au taux d'imposition de 2022, pas de l'année en cours. Il les a falsifiées, Sophie. Il a probablement pris une vieille fiche que j'ai laissée à la maison il y a des années et a photoshopé les dates et les montants pour faire croire que je gagne le double de mon salaire réel afin de me qualifier pour la limite supérieure. Sophie laissa échapper un léger sifflement. Falsification de documents financiers. Cela ajoute 5 ans de plus à la peine potentielle. Et enfin, dis-je, la poitrine se serrant alors que je cliquais sur le dernier fichier, la destination. Je lui montrai les journaux de transfert. De Crédit Invest à Dubois Développement SARL. De Dubois Développement SARL à Moteur de Prestige de Nice. J'ai appelé Moteur de Prestige ce matin à 9 heures précises, en me faisant passer pour son assistante de direction, dis-je, ma voix baissant. J'ai demandé à confirmer les détails de livraison pour l'achat du véhicule effectué hier. Ils ont été très utiles. Laisse-moi deviner, dit Sophie d'un air sombre. Un Range Rover Sport 2024, dis-je. Noir de jet. Pour Luc Dubois. Le silence dans la cuisine était lourd. Un Range Rover. Mon frère, qui n'avait pas de travail, qui vivait dans la dépendance de la piscine, conduisait une voiture qui coûtait plus cher que mes prêts étudiants, achetée avec un crédit volé à mon avenir. Il n'a même pas essayé de le cacher, murmura Sophie. Il est tellement arrogant. Il pense que tu ne vérifieras jamais. Il pense que je suis le filet de sécurité, dis-je en me levant et en attrapant mon manteau. Il pense que je vais juste absorber la dette pour éviter une scène. Il compte sur mon silence. Où vas-tu? Demanda Sophie, se levant avec moi. Je dois aller au commissariat pour déposer officiellement la plainte, dis-je. Mais d'abord, je vais chez lui. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de voir la voiture. J'ai besoin de le regarder dans les yeux une dernière fois avant que la police ne frappe à sa porte. Aline, c'est dangereux. Émotionnellement, je veux dire, prévint Sophie. J'ai besoin de savoir qu'il n'a aucun remords, dis-je en attrapant mes clés. Je dois en être absolument sûr. Parce qu'une fois que j'aurai appuyé sur ce bouton, je perds ma famille. Le trajet jusqu'à la propriété de mon père en banlieue ouest fut un flou de feuilles d'automne et de rage contenue.
La maison était une grande demeure cossue que papa rénovait constamment mais ne finissait jamais. C'était une métaphore parfaite de lui, impressionnante de l'extérieur mais structurellement fragile et endetté jusqu'au cou. En m'engageant dans la longue allée pavée, mon estomac se retourna. Il était là. Garé juste devant la fontaine, brillant sous le soleil de l'après-midi, se trouvait le Range Rover. Il était élégant, noir et agressif. Luc se tenait à côté, un tuyau d'arrosage à la main, aspergeant les pneus. Il portait des lunettes de soleil et un sourire qui semblait plaqué sur son visage. Je garai ma berline vieille de 10 ans à côté de ce monument au vol et sorti. L'air sentait le pavé mouillé et la cire de voiture chère. « Aline » cria Luc par-dessus le jet d'eau, agitant la main avec enthousiasme. « Regarde qui est en vie. Papa a dit que tu étais aux portes de la mort la nuit dernière. » Je marchai vers lui, mes bottes craquant sur le gravier. « Belle voiture, Luc. N'est-ce pas » rayonna-t-il, coupant le tuyau. Il tapota affectueusement le capot. Papa a enfin tenu sa promesse. Il a dit que c'était une prime à la signature pour le nouveau projet de développement sur lequel nous travaillons. Elle se conduit comme un rêve. Siège chauffant, affichage tête haute. Tout le tralala. Une prime à la signature ? Mon sang ne fit qu'un tour. Le mensonge était si facile. Papa est à l'intérieur, demandai-je, ma voix dangereusement calme. Ouais, dans le bureau. Il est au téléphone. Et, tu veux faire un tour plus tard ? On peut aller déjeuner. C'est moi qui régale. Enfin, c'est papa qui régale, rit-il. Peut-être plus tard, dis-je en passant devant lui. Je ne pouvais plus le regarder. Il était complice, même s'il était trop stupide pour le réaliser. Ou peut-être qu'il savait. Peut-être qu'il se fichait de la provenance de l'argent tant que les clés finissaient dans sa main. J'entrai dans la maison. C'était calme, à l'exception du son étouffé de la voix de papa qui résonnait depuis son bureau au bout du couloir. Je me dirigeai vers la porte ouverte. Marc était assis derrière son immense bureau en acajou, les pieds posés dessus, le téléphone collé à l'oreille. Il ressemblait au roi de son domaine. Non, non, la liquidité est là, disait-il au téléphone en riant. J'ai juste déplacé quelques fonds. Nous sommes prêts à commencer les travaux le mois prochain. Fais-moi confiance, Pierre. Quand est-ce que je t'ai déjà laissé tomber ? Il leva les yeux et me vit debout dans l'embrasure de la porte. Son expression passa du charme professionnel à une légère surprise. Il me fit un signe du doigt, termina son appel avec quelques promesses en l'air de plus, et raccrocha. Aline, une visite surprise, sourit-il en descendant ses jambes. Tu te sens mieux ? Tu as l'air intense. Je ne m'assis pas. Je restai debout au centre du tapis persan, serrant mon sac à main. J'ai vu la voiture, papa. Son sourire ne vacilla pas, mais ses yeux se durcirent une fraction de seconde. Ah, oui. Luc avait besoin d'un moyen de transport fiable pour le nouveau projet. Tu sais que l'image est tout dans ce métier. Nous devons avoir l'air de réussir pour réussir. Tu l'as acheté avec une ligne de Crédit Invest, dis-je. La pièce devint très silencieuse. Le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le coin sembla s'amplifier. Papa soupira, se penchant en arrière dans sa chaise. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air déçu de devoir avoir cette conversation. J'allais te le dire, dit-il doucement. Je ne voulais juste pas te stresser pendant que tu étais malade. C'est une mesure temporaire, un prêt relais. Je le rembourserai avant même que le premier relevé n'arrive dans ta boîte aux lettres. Tu ne paieras pas un centime d'intérêt, ma chérie. Je te le promets. Tu as falsifié ma signature, dis-je. Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale. Tu as créé de fausses fiches de paie. Il agita la main d'un air dédaigneux. Paperasse. Ce ne sont que des formalités administratives. Écoute, je devais agir vite. Les taux d'intérêt augmentaient et l'offre sur la voiture expirait. J'ai fait ce que fait un PDG. J'ai exécuté. Tu as commis une fraude, déclarai-je, ma voix montant d'une octave. Tu as volé mon identité. Oh, arrête ça, lança-t-il, sa façade se fissurant. Il se leva, frappant la main sur le bureau. N'utilise pas ces mots avec moi. Je suis ton père.
Tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est grâce à moi. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. Et maintenant tu vas me faire la morale pour avoir utilisé un peu de crédit qui ne sert à rien? Ce n'est pas ton crédit, criai-je en retour. C'est le mien. J'ai travaillé pour ça. Je l'ai construit. Et qui t'a construite, rugit-il en contournant le bureau. Il me dominait, utilisant sa taille pour m'intimider, une tactique qui avait fonctionné quand j'avais 12 ans. Tu es hystérique, tout comme ta mère l'était. C'est 46 000 €, Aline. Je conclus des affaires qui valent 10 fois plus avant le petit déjeuner. Tu crois vraiment que je vais faire défaut sur un prêt auto dérisoire? Tu es en retard sur l'hypothèque, papa, dis-je, lâchant la première bombe de vérité. J'ai vérifié les registres du cadastre. Tu n'as pas payé les impôts fonciers depuis 2 ans. Tu te noies. Son visage devint violet. Tu m'espionnes? Je t'audite, corrigeai-je. Et je suis au courant pour les investisseurs du projet Lexile qui n'existe pas. Je sais que tu déplaces de l'argent de Pierre pour payer Paul. Et maintenant, tu m'as entraîné dans ton système de Ponzi. Espèce de petite morveuse ingrate, siffla-t-il en pointant un doigt vers mon visage. J'aurais dû le savoir. Tu as toujours été jalouse de Luc, jalouse de son éclat. Tu n'es qu'une simple comptable. Une petite comptable ennuyeuse et misérable. Tu devrais être honoré d'aider cette famille. Honoré d'être le plan de secours, demandai-je, les larmes me piquant les yeux pas de tristesse, mais d'une pure colère incandescente. Oui, cria-t-il. C'est ton utilité. C'est à ça que tu sers. Tu tiens le filet pendant que les stars font leur numéro. Il l'avait dit. Il avait confirmé tout ce que je craignais. Je n'étais pas une fille pour lui. J'étais une ressource, une ligne sur un bilan à amortir jusqu'à ce que la valeur soit nulle. Je pris une profonde inspiration, me ressaisissant. Je ne suis pas un filet, papa, dis-je, ma voix tombant à un murmure mortel. Je suis l'auditrice. Je fouillai dans mon sac et en sortis une copie de la déclaration de vol d'identité que j'avais signée 1 heure auparavant. Je la claquai sur son bureau. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, fixant le papier. C'est une copie de la plainte que je dépose cet après-midi, dis-je. Je signale le prêt comme frauduleux. Je signale le vol d'identité. Crédit Invest en recevra une copie dans l'heure. Il regarda le papier, puis moi. Il rit, un rire sec et nerveux. Tu n'oserais pas. Tu n'arrêterais pas ton propre père. Ça me ruinerait. Le scandale à lui seul. Tu t'es ruiné tout seul, dis-je en me tournant vers la porte. Tu as 24 heures pour rendre la voiture et fermer le compte. Si tu ne le fais pas, la police le fera pour toi. Aline, hurla-t-il après moi. Si tu franchis cette porte, tu es morte pour moi. Tu m'entends? Morte. Je ne me retournai pas. Je sortis du bureau, passant devant le regard confus de mon frère qui entrait, et franchis la porte d'entrée. Je montai dans ma voiture, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. Mais en m'éloignant, regardant la demeure rétrécir dans mon rétroviseur, je ne ressentis pas de chagrin. Je me sentis plus légère. La fièvre était partie. Je pensais que la menace suffirait. Je pensais que lui montrer le précipice le ferait reculer. J'avais tort. Les prédateurs ne reculent pas quand ils sont acculés. Ils attaquent. Le temps que je rentre à mon appartement, mon téléphone explosait. D'abord, ce furent les messages textes. Des dizaines, non pas de papa, mais de ses sbires, ses complices. Tante Lydie, ton père m'a appelé en larmes. Il dit que tu fais une dépression nerveuse. S'il te plaît, appelle-moi, ma chérie. Nous pouvons te trouver un bon thérapeute. Ne fais rien d'irréfléchi. Oncle Gérard, Aline, j'ai entendu parler du différend. L'argent cause du stress, mais la famille, c'est pour toujours. N'implique pas les autorités. C'est déplacé. Excuse-toi auprès de ton père. Il avait immédiatement inversé le récit. Pour eux, je n'étais pas la victime de la fraude. J'étais la fille instable et hystérique qui attaquait son pauvre père travailleur pour un malentendu. Il manipulait psychologiquement toute la famille élargie pour me réduire au silence. Puis vint la menace.
Un courriel atterrit dans ma boîte de réception d'un avocat que je connaissais, le vieux partenaire de golf de papa, Maître Bernard. C'était une lettre de mise en demeure prétendant que j'avais accédé illégalement à des dossiers commerciaux confidentiels lors de mon enquête et menaçant de me poursuivre pour diffamation si je parlais à la police. C'était du bluff, un bluff faible et désespéré, mais cela me montra que Marc n'allait pas céder. Il allait se battre salement. J'ai appelé Sophie. « Dépose-la, dis-je. Dépose la plainte. Soumets les preuves à Crédit Invest. Appuie sur la gâchette. Considère que c'est fait, dit Sophie. Verrouille tes portes, Aline. Ça va devenir moche. » Pendant les 3 jours suivants, je suis passé en mode professionnel. J'ai pris un congé de mon travail, invoquant une urgence juridique familiale, et j'ai transformé mon appartement en centre de commandement. S'il voulait prétendre que j'étais folle, j'allais être la personne folle la plus documentée et la plus méticuleuse qu'il ait jamais rencontrée. J'ai approfondi mes recherches. Je devais savoir pourquoi il avait si désespérément besoin de 46 000 €. La voiture était un luxe, oui, mais Marc louait habituellement ses voitures. Pourquoi acheter celle-ci comptant avec l'argent d'un prêt? J'ai suivi la piste de l'argent de ses comptes Dubois Développement en utilisant les registres publics et les recherches de privilèges. J'ai trouvé la preuve irréfutable dans un procès intenté dans un département voisin il y a 3 mois. Marc avait accepté un acompte d'un investisseur privé, un homme nommé Victor Chevalier qui dirigeait une entreprise d'import-export louche, pour un projet de condo qui n'existait pas. Victor le poursuivait pour récupérer son argent. Le montant, 41 500 €. Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté terrifiante. Les 46 000 € n'étaient pas seulement pour la voiture de Luc. Il avait utilisé la ligne de crédit pour rembourser Victor afin d'éviter de se faire casser les jambes. J'ai regardé de plus près le virement au concessionnaire. C'était pour le montant total. Il avait acheté la voiture. Alors, d'où venait l'argent de Victor? J'ai vérifié le crédit de Luc. J'avais son numéro de sécurité sociale depuis que je l'avais aidé avec ses prêts étudiants des années auparavant. Mon cœur s'arrêta. Il y avait un deuxième prêt, une ligne de crédit sur valeur domiciliaire sur la maison familiale, contractée au nom de Luc, co-signée par moi. Une autre falsification. Il ne m'avait pas seulement utilisé pour la voiture. Il avait utilisé mon nom pour co-signer un prêt à haut risque pour que Luc puisse payer ses dettes dangereuses. Il brûlait ses 2 enfants pour se tenir au chaud. Mon téléphone sonna. Ce n'était pas la famille. C'était le service des fraudes de Crédit Invest. Madame Dubois, ici l'inspecteur Miller du service des fraudes. Nous avons reçu votre déclaration et les preuves à l'appui de votre avocate. Nous avons gelé le compte. Merci, dis-je en expirant. Cependant, poursuivit l'inspecteur, compte tenu du montant et de la nature du virement vers le concessionnaire à l'étranger, cela relève de la compétence nationale. Nous ouvrons une enquête criminelle. Nous avons besoin que vous veniez faire une déclaration formelle. Nous devons également savoir, le co-demandeur Marc Dubois est-il au courant de cette enquête? Il l'est, dis-je. D'accord. Nous émettons un mandat pour la saisie des actifs achetés avec les fonds frauduleux. Cela signifie le véhicule. Faites-le, dis-je. 2 heures plus tard, la deuxième confrontation eut lieu, mais pas en personne. J'étais au commissariat en train de terminer ma déclaration quand mon téléphone se mit à vibrer violemment sur la table en métal. Papa appelle. Je regardais l'inspecteur Miller. Il hocha la tête. Répondez. Mettez-le sur haut-parleur. Je touchai le bouton vert. Qu'as-tu fait? Le cri de papa était si fort qu'il déformait le haut-parleur. Il ressemblait à un animal blessé. La police est là. Il remorque la voiture devant les voisins, Aline. Devant tout le monde. Je t'avais dit que je le ferais, dis-je calmement, jetant un coup d'œil à l'inspecteur, qui enregistrait l'appel. Espèce de sorcière rancunière et jalouse, hurla-t-il. Luc pleure. Tu l'as humilié. Il me traite comme un criminel. Tu es un criminel, papa, dis-je. Tu as falsifié ma signature. Et je suis aussi au courant du prêt au nom de Luc. Je sais pour la co-signature. J'ai aussi donné ça à l'inspecteur. Il y eut un silence étranglé à l'autre bout. Puis, une voix que je reconnus à peine basse,
terrifiée et venimeuse. Tu arranges ça, siffla Théil. Tu les rappelles tout de suite. Tu leur dis que c'était un malentendu. Tu leur dis que tu m'as donné la permission verbalement et que tu as juste oublié. Si tu ne le fais pas, je te ruinerai. Je dirai à ton cabinet que tu es instable. Je le dirai à tout le monde, tu as le droit de garder le silence, Marc, l'interrompis-je, ma voix se brisant légèrement alors que les larmes coulaient enfin. Je te suggère de l'utiliser. Je raccrochai. L'inspecteur Miller arrêta l'enregistrement. Il me regarda avec un mélange de pitié et de respect. Nous avons assez pour un mandat d'arrêt, Madame Dubois. Avec cet appel, c'est de l'intimidation de témoin. Nous allons l'arrêter ce soir. Je hochai la tête, sentant un poids lourd s'installer dans mon estomac. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était du chagrin. Je pleurais le père que j'aurais aimé avoir tout en envoyant celui que j'avais réellement en prison. Faites-le, dis-je à nouveau. Mais l'histoire n'était pas terminée. Le point culminant était encore à venir parce que Marc Dubois n'allait pas partir discrètement. Il avait un dernier tour dans son sac, un spectacle public prévu pour le week-end, son gala de charité annuel, où il prévoyait d'amadouer de nouveaux investisseurs. Et il s'attendait à ce que je sois là pour équilibrer les comptes. Au lieu de cela, j'allais être celle qui les fermerait pour toujours. La plupart des gens se cacheraient après avoir été arrêtés pour fraude. La plupart des gens verrouilleraient leurs portes, appelleraient une équipe de relations publiques de crise et resteraient à l'écart du public. Mais Marc Dubois n'était pas comme la plupart des gens. C'était un narcissique, et pour lui, le spectacle devait continuer. Il avait payé sa caution dans les 6 heures suivant son arrestation, probablement en utilisant un dernier actif caché ou en faisant appel à un usurier qu'il n'avait pas encore floué. Le soir même avait lieu le gala de charité annuel de la Fondation Dubois. C'était un événement en cravate noire organisé dans les jardins botaniques historiques de la ville, soi-disant pour collecter des fonds pour des bourses de développement urbain. Mais en réalité, c'était le principal terrain de chasse de papa pour de nouveaux investisseurs. Je n'avais pas prévu d'y aller. Je voulais en finir. Je voulais me laver les mains de la boue toxique qu'était mon héritage familial. Mais ensuite, j'ai reçu un message de Luc. Luc, il fait le discours. Il dit à tout le monde que tu es mentalement malade. Il dit aux investisseurs que la plainte à la police était une farce d'une fille perturbée. Tu dois savoir. Ce fut l'étincelle. Il ne volait plus seulement mon argent. Il volait ma réputation. Il détruisait ma crédibilité professionnelle pour sauver sa propre peau. S'il me dépeignait comme mentalement instable, mon témoignage au tribunal serait affaibli, et ma carrière de comptable judiciaire, un travail qui repose entièrement sur la confiance et la santé mentale, serait terminée. Je mis ma robe. Ce n'était pas la chose modeste et pastel que papa me faisait habituellement porter à ces événements pour avoir l'air de la bonne fille. C'était une robe noire structurée et audacieuse qui ressemblait à une armure. Je pris ma pochette, qui ne contenait que mon téléphone et une clé USB. J'arrivai au jardin juste au coucher du soleil. L'événement battait son plein. Des serveurs circulaient avec du champagne. Un quatuor à cordes jouait du Mozart. L'air était épais du parfum de jasmin et de parfum cher. Je le vis immédiatement. Papa tenait salon près de la fontaine, un verre de scotch à la main, l'air remarquablement calme pour un homme faisant face à des accusations judiciaires. Il était entouré d'un groupe d'hommes d'affaires locaux riches, ses cibles. Luc se tenait à l'écart, l'air pâle et secoué, portant un smoking qui semblait flotter sur lui. Je marchai droit vers eux. La foule s'écarta. Les gens chuchotaient. Ils avaient entendu les rumeurs. Ils voulaient voir la fille perturbée. Aline, lança papa en me voyant. Son sourire ne vacilla pas, mais ses yeux devinrent morts. Je ne pensais pas que tu serais assez bien pour nous rejoindre. Tout le monde, voici ma fille. Elle traverse une période difficile en ce moment. Le cercle d'hommes me regarda avec pitié. Je me sens beaucoup mieux, Marc, dis-je, ma voix se projetant clairement par-dessus la musique. Je ne l'appelais pas papa. C'est bien, dit-il en s'avançant pour me bloquer du groupe. Pourquoi n'irais-tu pas prendre un verre? Luc, emmène ta sœur au bar. Je ne suis pas ici pour un verre, dis-je en tenant bon. Je suis ici pour rectifier les faits. Allons, Aline, la voix de papa tomba à un grognement d'avertissement.
Ne fais pas de scène. Tu te ridiculises. Vous leur avez dit que j'étais malade, dis-je en m'adressant directement aux investisseurs. Vous leur avez dit que l'enquête pour fraude était un malentendu causé par mon état mental. C'en est un, rit nerveusement papa en regardant around lui. Elle a été sous beaucoup de stress. Des hallucinations, même. C'est tragique. Le mandat d'arrêt est-il une hallucination, demandai-je. Le bavardage dans les environs immédiats cessa. Le quatuor à cordes sembla s'effacer en arrière-plan. Il n'y a pas de mandat, cria papa, perdant son sang-froid. C'était une erreur administrative, une erreur de la banque. Et le prêt au nom de Luc? Je me tournai vers mon frère. Luc, savais-tu qu'il a contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 92 000 € sur la maison du Lac à ton nom? Il a aussi falsifié ta signature, Luc. Il t'a utilisé pour payer des dettes de jeu. Luc leva les yeux écarquillés. Quoi? Non, la maison du Lac est dans une fiducie. Plus maintenant, dis-je en sortant mon téléphone. Je tapotai l'écran et projetai l'image sur le grand écran de télévision intelligent installé derrière le bar, qui diffusait en boucle des photos de la philanthropie de papa. L'écran vacilla puis afficha le document, l'accord de prêt notarié, la signature de Luc clairement falsifiée avec l'écriture en boucle de papa, et le registre de décaissement montrant l'argent allant à un site de jeu offshore. La foule haleta. C'était irréfutable. C'était là, en haute définition. Il ne m'a pas seulement volé, dis-je en me retournant vers la salle. Il a volé son propre fils. Il a volé ses investisseurs. Ce projet de condo que vous êtes tous ici pour soutenir? Le terrain a été saisi il y a 6 mois. Il vous vend du vent. Papa se jeta sur moi. Éteins ça. Éteins ça. Mais il ne m'atteignit jamais. Luc s'interposa. Pour la première fois de sa vie, mon frère ne ressemblait pas à un garçon. Il ressemblait à un homme qui venait de voir son idole se briser en 1 million de morceaux déchiquetés. Il posa une main sur la poitrine de papa et le repoussa violemment. Ne la touche pas, dit Luc, la voix tremblante de rage. Est-ce que c'est vrai? As-tu hypothéqué la maison du Lac? C'était la maison de maman. Luc, écoute-moi, plaida papa, transpirant maintenant, le charme complètement dissous. C'est une opération de liquidité. J'allais le rembourser la semaine prochaine. J'avais juste besoin de temps. Tu nous as utilisés, murmura Luc. Tu l'as appelé le plan de secours. Je suis quoi, moi? La tirelire? Vous êtes ingrat, hurla papa, réalisant qu'il avait perdu la salle. Tous les deux. J'ai construit cette famille. Je suis le roi. Tu es un fraudeur, Marc, dis-je tranquillement. Et le roi est nu. Des sirènes retentirent au loin, de plus en plus fortes. La police n'en avait pas fini avec lui. J'avais appelé l'inspecteur Miller en chemin et lui avais parlé de la violation de ses conditions de libération sous caution. Papa essayait d'obtenir de nouveaux investissements frauduleux à la fête. Les lumières bleues clignotantes se reflétaient sur le verre du jardin botanique. Les invités commencèrent à se disperser, serrant leurs sacs à main et leurs chéquiers, réalisant qu'ils avaient failli se faire escroquer. Papa regarda autour de lui, les yeux fous. Il regarda ses investisseurs lui tourner le dos. Il regarda Luc, qui le fixait avec un pur dégoût. Il me regarda. C'est toi qui as fait ça, cracha-t-il. Non, dis-je, regardant les officiers franchir la porte du jardin. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai fait qu'auditer les comptes. La chute de Marc Dubois ne fut pas un lent déclin. Ce fut un plongeon de falaise. L'arrestation au gala fila une des journaux locaux. Le titre était « Un magnate de l'immobilier arrêté pour une fraude familiale de plusieurs millions d'euros ». Parce que j'avais été si méticuleuse avec mes preuves, l'affaire fut une victoire facile pour l'accusation. Ils n'eurent même pas besoin d'aller en procès. Confronté aux fiches de paie falsifiées, aux journaux d'adresse IP, aux virements électroniques et aux témoignages de ses propres enfants, l'avocat de Marc lui conseilla d'accepter une négociation de plaidoyer. Il plaida coupable à 3 chefs d'accusation de fraude par virement électronique, 2 chefs d'accusation de vol d'identité aggravé et un chef d'accusation de fraude bancaire. Il fut condamné à 8 ans de prison. Je ne suis pas allé au prononcé de la sentence. J'ai lu le compte rendu dans la transcription que Sophie m'a envoyée.
Apparemment, il a fait un discours demandant la clémence, blâmant ses crimes sur les pressions du marché et le désir de subvenir aux besoins de sa famille. Le juge n'a pas été impressionné. Il a qualifié les actions de papa de prédatrices et dénuées d'instinct parental. Les suites furent compliquées, comme c'est toujours le cas. Le gouvernement a tout saisi. La demeure, les voitures, y compris le Range Rover, les meubles restants et même sa collection de montres de luxe furent vendus aux enchères pour rembourser les créanciers. Luc fut le plus touché. Il perdit son illusion d'un filet de sécurité. Il avait 24 ans, était fauché et sans abri, avec un score de crédit qui avait été ruiné par son propre père. Mais la trahison le réveilla. 3 mois après la condamnation, j'étais assise dans mon nouvel appartement à un endroit modeste, mais que j'avais acheté avec mon propre argent, protégé par des serrures et des gels de crédit qui rivaliseraient avec Fort Knox. On frappa à la porte. C'était Luc. Il avait l'air différent. Il travaillait maintenant dans la construction, transportant des cloisons sèches. Ses mains étaient rudes, son visage bronzé par le soleil, pas par un lit de bronzage. Il ne portait plus de vêtements de marque. « Salut », dit-il, se tenant maladroitement dans le couloir. « Je t'ai apporté ça. » Il tendit un chèque. Il était de 460 €. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il en regardant ses bottes. « Mais je vais te rembourser les frais de justice. Je sais que tu as tout payé à Sophie. Je vais payer ma part. Ça me prendra peut-être 5 ans, mais je le ferai. » Je regardai le chèque. Il était froissé et écrit à l'encre bleue bon marché. C'était la chose la plus précieuse qu'il m'ait jamais donnée. « Tu n'es pas obligé, dis-je. »« Si, je le dois », il leva les yeux, le regard clair. « Tu m'as sauvé, Aline. » Il allait m'enterrer sous les dettes, et j'étais trop stupide pour le voir. Je pensais que j'étais le spécial, mais j'étais juste un autre pigeon. Je m'écartai et ouvris la porte. « Entre, Luc. Je viens de faire du café. » Nous nous sommes assis sur mon balcon, regardant la ligne d'horizon de Paris. Pour la première fois, nous n'étions pas des concurrents pour l'attention d'un narcissique. Nous étions juste un frère et une sœur, des survivants d'un naufrage, assis sur le rivage. Il m'a écrit, dit Luc après un moment. De prison. Ah oui? Ouais. Il m'a demandé de mettre de l'argent sur son compte de cantine. Il a dit que la nourriture est terrible. Que as-tu fait? Demandai-je en sirotant mon café. Luc sourit, un sourire sincère, bien que fatigué. Je lui ai répondu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je lui ai dit que j'économisais pour un plan de secours. Je ris, et ça faisait du bien. C'était comme de l'oxygène. Bien joué, dis-je. Mon crédit est rétabli. Mon nom est blanchi. Je travaille toujours comme comptable judiciaire, mais maintenant, quand je vois un cas de maltraitance de personnes âgées ou de fraude familiale, je me bats un peu plus fort. Je creuse un peu plus profondément. J'ai appris qu'on ne peut pas choisir sa famille, mais qu'on peut choisir ses limites. Je ne suis pas un plan de secours. Je ne suis pas un filet de sécurité. Je suis l'architecte de ma propre vie. Et pour la première fois en 26 ans, les fondations sont du roc solide. J'ai gardé le chèque que Luc m'a donné.